Bonjour chers auditeurs, donc bienvenue pour cette première interview du podcast Un poids dans la tête. Donc aujourd'hui je suis avec Marion. Bonjour Sidonie. Bonjour Marion, merci d'être là pour raconter un peu ta vie, ton corps, ton rapport au corps. Donc je vais te poser des questions, mais sens-toi libre de dire ce que tu as envie de dire. Ok. Si je te dis par exemple, comment tu te décrirais toi déjà ? Alors comment je me décrirais ? Physiquement, professionnellement parlant. Un peu tout. Ok, moi c'est Marion. Du coup, moi je suis une alchimiste d'essence. J'aime bien dire ça. En fait, j'accompagne beaucoup de personnes qui souffrent de troubles alimentaires à se réconcilier avec elles-mêmes et leur alimentation. Alors il y a troubles alimentaires, les troubles du comportement alimentaire, mais il y a aussi d'autres troubles alimentaires. On a tout ce qui est un peu kilo émotionnel. Je mange mon paquet de gâteaux parce que j'ai une journée où voilà. Bref, on pourrait en parler pendant des heures parce que chaque personne va vivre les choses différemment. Voilà. Et du coup, j'utilise plein d'outils en fait qui sont essentiellement autour du sensoriel, du corporel pour accompagner les personnes. Bien évidemment, il est important qu'il y ait une prise de conscience aussi de la part de la personne parce que clairement, je fais que accompagner et c'est la personne finalement qui agit. Oui. Voilà, physiquement que dire écoute, je suis magnifique Sidonie. Mais oui, non mais ça d'accord. Si j'accompagne ces personnes, c'est que moi-même, j'ai eu ces blessures, en fait, j'ai souffert de troubles alimentaires. Donc, clairement, mon rapport au corps a été très longtemps compliqué. Ça a été un vrai combat. Et je dirais même qu'on était, mon corps et ma tête, on était complètement dissociés. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout d'accord. Donc voilà, ça a été un processus de plusieurs années, en fait, pour qu'on se réconcilie, lui et moi. Ça a commencé comment, en fait, ce trouble-là ? Ça a commencé, j'étais ado, tu vois, j'étais au collège, à peu près, il me semble. En fait, c'est les magazines, les publicités, tu vois, des nanas. En plus, c'était les années 90, donc ça me rajeunit pas, mais... C'est clair. Années 90, donc on avait quand même des critères beauté qui étaient quand même Claudia Schiffer, des femmes très minces. Très minces, ouais. Et puis, c'est aussi des remarques des camarades, parce qu'au collège, c'est pas toujours très sympa ce qu'on se dit entre camarades. Quand tu dis entre camarades, c'était des remarques des garçons, des filles, les deux ? Ouais, essentiellement des garçons, parce que du coup, c'est l'âge où on commence à un peu se tourner autour, et puis certains sont pas toujours très adroits. Du coup, oui, ça faisait beaucoup de choses. Donc, ça a commencé, on va dire, très insidieusement, sans, tu vois... au fur et à mesure, il y a un moment, je dis je vais commencer à me mettre au régime, sauf que Parce que tu te trouvais grosse ? Ouais, j'avais cette sensation de pas être bien dans mon corps, de pas être belle, de me sentir pas désirable en tout cas. Et du coup, tu t'es dit c'est parce que je suis trop grosse ou pas assez mince. Voilà. J'avais assimilé le fait que être belle, c'était être mince en fait. Okay. Et du coup, il fallait que je perde du poids. T'étais en surpoids du coup ? Je crois pas en fait. Okay. En fait, en réfléchissant avec les années, non, j'étais pas en surpoids. En tout cas, à cette époque-là, non. Tu vois. Donc non. Ouais. Ok. Et donc du coup, tu t'es dit, je vais me mettre à faire un régime ? C'est ça, je vais me mettre à faire un régime, sauf que, on n'est pas très armé non plus pour ça. Alors, quand on lisait les magazines de l'époque, je te fais pas le topo des magazines, des régimes. Manger une pomme par jour. Ouais, c'est ça. Manger une pomme par jour, buvez ci, gna gna gna. Ouais. Bon, bref, donc des régimes... Ils avaient tous des noms très différents, des trucs à la mode, etc. Donc, voilà. Donc, ça faisait un peu effet yo-yo, parce que forcément, qu'est-ce qui se passe ? Privation nourriture, qui dit privation dit après, je me jetais sur un paquet de gâteaux, parce que finalement, je crevais, j'avais trop faim. Donc, du coup, mon poids a fait le yo-yo, et voilà. Donc ce mal-être par rapport à ton corps, donc, où tu te trouvais grosse et que tu as voulu faire un régime, tu en avais parlé à quelqu'un ? Pas plus que ça. Alors, tu sais, alors t'en parles un peu aux copines, parce que, tu vois, j'avais toujours l'impression que les copines, elles étaient mieux que moi. Elles étaient toujours soit plus minces, soit plus jolies, soit plus bidules. Enfin, voilà, donc j'avais toujours cette sensation, finalement, d'être moins bien que les copines. Et puis, il y a aussi... on en parle un peu comme ça à la maison, mais vite, les parents disent « Mais non, n'importe quoi ». Enfin, voilà, sans trop prêter attention, parce que finalement, pour eux, ça leur paraît tellement évident que... Et du coup, les infos pour faire tes régimes, les fameux régimes, là, tu es allée les chercher dans les magazines ?
Tu sais, dans les magazines, dans les voilà, ce qu'on avait à dispo finalement, pas grand-chose finalement. On n'avait pas les réseaux sociaux trop à l'époque. Eh ben non, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, donc c'était presque peut-être une chance. Quoique, il y avait d'autres choses. Il y a de tout, hein. Mais voilà, c'était pas forcément mieux. Et puis, on fait un peu à sa sauce, quoi. Donc, je me suis dit, pour perdre du poids, moins on mange, mieux c'est, quoi. Ouais. Et moins on prend de plaisir à manger. C'était ça aussi, tu vois. Il y avait cette notion de plaisir. Je me suis dit, si je prends pas de plaisir, si je mange des trucs qui sont pas... Enfin, j'enlève tout ce qui peut ajouter du bon. En fait, du coup, je me dis, je vais manger moins, quoi. Ouais. Et du coup, on rentre dans une spirale un peu pas très saine. Hein, donc, voilà. Ça a commencé vraiment comme ça, ouais. Donc, tu as fait yo-yo comme ça pendant quelques années ? Ouais, j'ai fait yo-yo comme ça pendant quelques années, jusqu'au jour où, alors très anecdotique, mais finalement, voilà, je me suis fait opérer des dents de sagesse. Okay. Et du coup, forcément, c'est difficile de manger, en fait. Et j'ai perdu du poids. Ah. Et voilà. Et non, mais j'ai trouvé ça tellement super chouette, finalement, de perdre du poids, que je me suis dit, super, finalement, si je mange des trucs qui n'ont pas de goût, des trucs en purée, etc., voilà, j'ai perdu du poids, c'est une super solution. C'est comme ça que j'ai commencé à décaler mes heures de repas, en fait, pour manger seule. Ouais. En prétextant toujours j'ai toujours des très bons prétextes pour finalement manger avant, manger après, parce que mon opération m'a beaucoup servi en fait de prétexte. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé finalement à rentrer un peu dans le côté un peu anorexie, vraiment ce côté privation. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment donné dans cette anorexie ou dans tout ton parcours, on va continuer à en parler, mais est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es trouvée bien en fait au niveau de ton poids, où tu étais satisfaite? Je sais pas, non. Je pense qu'il y a... En fait, je crois qu'on est... C'est jamais assez. Jamais assez, en fait. J'aimais bien, finalement, quand j'étais très maigre. Et c'était pas joli. Et les gens vont dire que non, ça colle... Enfin, ça n'allait pas. Sauf que moi, je me sentais bien dans ce truc. J'avais l'impression que c'est ce qu'il fallait faire. J'avais l'impression que c'était ça qu'il fallait faire. Tu t'es pris des réflexions, du coup? Il y a un moment, les gens commencent à s'inquiéter. Parce que du coup, là, ils voient qu'il y a quand même une perte de poids qui est quand même importante. C'était bienveillant? Ça dépend. Oui, globalement, c'était bienveillant, mais c'était pas dit toujours parce que c'est pas évident face à ça. Les gens savent pas comment réagir en fait. Ouais. Et puis on forme pas les gens à savoir réagir face à un mal-être en fait. Et du coup, je voulais pas l'entendre. J'avais pas envie d'entendre ça en fait. Moi, clairement, je voyais dans le miroir, ce que je voyais, c'était que c'était pas assez bien et que du coup, on pouvait me dire n'importe quoi, ça n'aurait rien changé. Mais du coup, oui, c'est ça. Ça s'explique pas. Donc, je me sentais finalement mieux dans cette configuration-là, mais je n'étais toujours pas satisfaite pleinement en fait de mon apparence. Donc, du coup, tu as continué dans cette anorexie? Alors oui, j'ai continué jusqu'au jour où il y a eu un point d'alerte, on va dire, au niveau de mes proches, parce que clairement, là, mes parents ont vu qu'il y avait un danger, finalement. Là, ils se sont dit, écoute, ça peut plus continuer comme ça, etc. Et puis, dans ma tête, ça a été assez perturbant. Il y a eu plein de changements. C'est pas fait du jour au lendemain, mais et au final... mon mal-être s'est un peu transformé. Je me suis dit, j'ai dû me remettre à manger, sauf qu'il y a eu cette espèce de transition qui s'est faite entre l'anorexie et la boulimie, en fait, vomitive. Parce que finalement, c'était plus simple à dissimuler. De manger devant tout le monde et d'aller vomir en secret. C'est ça. Alors, je sais pas, tu vois... Quel est vraiment le truc qui a fait que j'ai basculé? Alors, je sais que ça a été... il y a eu beaucoup d'échanges avec mes parents, ça a été compliqué avec mes proches, etc. etc. Et du coup, cette bascule s'est faite. Je pense que tout le monde s'est dit, ça y est, c'est bon, elle remange, c'est cool. Voilà, c'est bon, ça les rassurait, en fait. Ça les a rassurés. Et tout le monde pensait que j'en étais sortie, en fait, de ça. Et au final, non. Mais t'avais quel âge, du coup, quand tu as commencé à être boulimique? Je dirais que j'avais 15-16 ans. En fait, c'était quand je quittais le collège pour arriver au lycée un peu. D'accord. Cette transition s'est faite là à ce moment-là en fait. Okay. Ouais. Et tes copines à l'époque, à l'école, t'avais des copains-copines? Ouais. Et ils s'en sont rendus compte? Non, alors non en fait. Tu vois, c'était assez simple à dissimuler hein. Parce que tu faisais je sais pas, techniquement, tu faisais comment quand tu étais au collège? À l'école, au collège, alors au collège c'était différent. Je mangeais pas énormément. Finalement, c'était la transition. Oui. C'est plus au lycée où tu vois, on grandit. On prétexte que la cantine c'est pas bon pour toi par exemple, pas y manger. Donc il y avait toujours ces trucs d'évitement, etc. Ouais. Et qu'après chez soi, c'était plus à la maison que j'avais ces techniques. Et quand tu faisais les magasins aussi ados? Alors, le magasin ado. Alors, autant te dire que c'était très compliqué, les magasins. Alors, déjà, il faut se regarder dans le miroir. C'était compliqué, ça, de se regarder dans le miroir. Ensuite, de rentrer. Alors,
c'est pareil, les tailles ont changé, parce que du coup, ils ont réalisé que finalement, ils avaient mis des tailles qui correspondaient à la minorité de la population. Donc, ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un problème. C'est ça, il était temps d'y penser. C'est ça. Donc, du coup, non, faire les magasins, c'était vite sport. Hein. Tu dis, bon, là, c'est la corvée, il faut que j'aille faire les magasins. Ouais. Donc, j'avais pas de plaisir à le faire, les magasins. Enfin, en tout cas, pas à cette époque-là. C'est venu beaucoup plus tard. Ok. Et du coup, donc, tu as fait cette boulimie pendant plusieurs années ? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment donné aussi où réellement, je sais pas, tu as fait des malaises ou ou peut-être, je sais pas, parce qu'il y avait, je me souviens au lycée, on faisait du sport quand même. Oui. Ça t'a pas posé problème à un moment donné ? Non, pas. J'ai pas de souvenirs comme ça en fait, parce que du coup, je pense avoir fait abstraction de pas mal de choses, parce que du coup, je me suis souvenu, peut-être, voilà, il y a des périodes de sa vie, on n'a pas envie de se souvenir de tout. Effectivement, il y a eu des choses assez complexes, assez compliquées, mais de souvenance, non, j'ai essayé de participer en tout cas au maximum de choses. L'idée, c'est vraiment de dissimuler au maximum en fait. Hein. C'était vraiment, j'avais pas envie finalement que les gens découvrent des choses, donc du coup, j'étais assez... on est malin dans ces cas-là. Ouais. Et du coup, donc, tu es hétérosexuel, je précise pour nos auditeurs. Comment c'était tes relations avec les garçons pendant pendant ces différents temps ? C'est-à-dire qu'il y a eu quand tu étais petite, ensuite il y a eu le collège où il y avait l'anorexie qui a commencé à rentrer, etc. Ensuite la boulimie. Comment c'était tes relations avec les garçons et avec les filles d'ailleurs ? Et avec des copains ? Oui, j'ai eu des copains. Surtout un au collège, donc ça a été. Je pense qu'il était assez soutenant. Alors après cette relation à la nourriture, il l'avait pas, je pense. Calculé, j'ai pas fait vraiment en sorte qu'il le voit non plus. Donc voilà, en tout cas, il a été soutenant pour moi. Ça a été compliqué pour moi au lycée, très compliqué au lycée. Pour moi, les relations amoureuses, c'était compliqué. D'accord. Ouais, je saurais pas. J'avais un rapport à mon corps qui était vraiment, je m'aimais vraiment pas. Et du coup, quand on s'aime pas, c'est difficile finalement d'aimer quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas pour moi, c'était compliqué. Quand tu dis je m'aimais pas, c'est parce que toujours tu te trouvais grosse ou il y avait autre chose ? Ça va au-delà de ça, je pense. Enfin, maintenant, avec le recul, voilà. Moi, en tout cas, quand j'étais, à 16 ans, je m'aimais pas parce que je me trouvais trop grosse, pas belle, pas machin, etc. Mais je pense que j'avais pas réalisé que finalement, ça allait au-delà de l'apparence, en fait. Que c'est bien plus profond que ça, que c'est bien plus ancré. Il y a autre chose, Et quand tu dis je me trouvais trop grosse, pas ci, pas ça, machin, c'est quoi les autres pas ci, pas ça, machin ? Est-ce qu'il y avait d'autres vulnérabilité dans ton corps, des choses que tu n'aimais pas dans ton corps ? Oh oui. Attends, on va faire une liste. Si tu veux, je pourrais te faire une liste. J'ai une petite poitrine, j'avais les hanches qui étaient trop importantes, les cuisses qui étaient trop importantes, j'avais mes mains qui sont pas belles, mes pieds machin. Enfin, je sais même pas si j'aurais pu citer une partie. Si j'aimais bien, peut-être. Je réfléchis. Hein. Un truc. Peut-être mes yeux, tu vois, à la rigueur, c'était cool ou voilà. Non, tu vois, j'avais beaucoup de mal, beaucoup de parties de mon corps que j'aimais pas du tout. Ouais. D'accord. Et du coup, je vais en revenir à ma question que je t'ai posée au tout début, mais c'est vrai que tu n'as pas vraiment répondu maintenant que j'ai réfléchi, petite coquine. Comment tu te décrirais physiquement aujourd'hui ? Comment je me décrirais ? Décrirais, tu veux dire vraiment... Si tu devais imaginer, il y a un dessinateur. Imagine, tu commets un meurtre et il faut qu'on te décrive parce que c'est toi et on t'a vu, il faut le décrire à quelqu'un qui doit te dessiner. J'ai donné ta définition parce que j'ai pas envie qu'on me retrouve. Oui, bon, d'accord. Mais... non, je dirais que je suis taille moyenne, 1m63. Comme une taille moyenne. Niveau du poids, je pourrais pas vous le dire parce que du coup je ne me pèse plus du tout. J'ai banni la balance, c'est plus du tout ma copine. Ça fait un bien fou. Donc je dirais stature moyenne, quelque chose de Alors je suis pas athlétique, je suis pas grande, svelte, mais je suis pas non plus ronde. Je suis bien dans mes baskets en fait. Je suis assez carré d'épaule parce que j'ai toujours été. Donc donc je suis châtain brune avec des petites bouclettes, avec des yeux marron vert selon le temps, l'humeur. C'est ça. Que dire d'autre ? J'ai des petites taches de rousseur quand il fait beau. J'ai un teint plutôt pâle. Je suis pas très bronzée. Et puis, je suis souriante. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus physiquement ? T'as pas vraiment décrit le bas du corps. En fait, le bas du corps. Non, mais tout. Mais ce que je veux dire, c'est, je suis pas en train de faire une analyse de comptoir, mais t'as commencé à parler du poids. Ensuite, tu parles de ton visage.
Alors les épaules, descendons les épaules carrées. Ok. Voilà. Bon, la poitrine restera pas très grosse. Hein, voilà, faut juste être ok avec ça. C'est ça. Et après, au niveau de mes hanches, écoute, des belles hanches de femme, en fait, tu vois. Oui, effectivement, une vision qui a changé. Voilà, complètement. Je suis assez fière de mes fesses. Hein, je veux dire, je vais pas m'en cacher. Mais t'as bien raison. Non mais attends. Et puis, en fait, j'ai découvert que mes jambes étaient plutôt chouettes. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose sur lequel je ne supportais pas mes cuisses à l'époque. J'ai trouvé énorme. Et au final, quand je me mets en jupe ou quand je me dis, les jambes sont bien proportionnées, elles sont, voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé justement pour que tu aies cette vision plutôt positive en fait du corps tu le disais toi-même dans notre podcast, tu es sortie de cette maladie en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Il y a eu ça a été long. Oui, alors il y a eu un déclic, mais le déclic c'est le début finalement de l'histoire, non, mais c'est le début, quoi. La prise de conscience, le déclic. Moi, il s'est passé un truc. J'ai été vraiment jusqu'à vouloir à la tentative de suicide, en fait. Moi, par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire qu'on en était resté au lycée. Où tu étais donc, tu te faisais vomir, etc. Après le lycée ça a été au lycée, cette tentative. C'était au lycée ? Ouais. Okay. En gros, c'était en terminale. Je pourrais plus te dire quand exactement. Okay. Sur les dates, c'est encore, du coup, avec le temps qui passe, j'ai peut-être fait aussi abstraction des choses. Mais en tout cas, c'est au lycée que j'ai vraiment... j'ai eu cette tentative. Alors, je pense que clairement, pour moi, c'était un appel au secours, avec le recul, plus qu'une vraie volonté de mourir. Il y avait... je supportais plus le truc, quoi. C'était dur à porter. Un fort sentiment de culpabilité, parce que du coup, la boulimie vomitive, c'était ça. C'était je mange, je me remplissais, en fait. Il n'y avait pas de notion de plaisir. On se remplissait, jusqu'au stade où on se dit, ça y est, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Et puis ce moment après de culpabilité folle, quoi. On se sent, on a envie de se faire mal. Enfin, ça a été vraiment, c'est horrible à vivre. Hein. C'est horrible. Et puis un beau jour, Tu veux dire que c'est cette culpabilité qui te faisait te faire vomir derrière ? Oui, cette culpabilité qui te fait vomir, qui te fait te donner limite des coups. Enfin, tu vois, ça allait vraiment. Voilà, on se supportait pas, on avait vraiment des envies de mourir à ce moment-là parce que du coup, on se sentait dégueulasse. Enfin, je ne saurais pas trouver les mots assez forts pour décrire ça, mais c'était ça. Okay. Donc du coup, voilà, c'était ma solution, c'était de me faire vomir. Et du coup, je me sentais un peu soulagée, mais vraiment pas bien quand même. Pas, de toute façon. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai voulu un peu alerter mes parents en disant, voilà, je me sens vraiment pas bien. Et le message n'a pas été compris, en fait. Pas compris. Alors, non pas que, voilà, mais du coup, c'est pareil. Je pense que... Vous voyez pas à quel point c'était grave? Non, je pense que du coup, ils ont assimilé le fait que c'était peut-être leur faute. En tout cas, à l'époque, quand on disait qu'un enfant avait un trouble alimentaire, en tout cas, tout de suite, on mettait les parents étaient coupables. Les parents, oui, c'est vrai. Oui. Et du coup, alors, quand bien même, peut-être que c'est issu de quelque chose qui vient... c'est surtout ne jamais faire ça, parce que clairement, le meilleur soutien qu'on puisse offrir à son enfant, c'est quand même les proches, les parents qui peuvent le faire. Et du coup... en plus, c'est inconscient. J'imagine que s'il y a des choses qui se passent, c'est pas fait consciemment. Donc, voilà, ça a été donc mal compris. Du coup, un profond rejet. En fait, c'est-à-dire qu'un jour, tu es arrivé, tu leur as dit Alors, moi, j'en ai parlé à ma mère. Alors, avec ma mère, ça a été différent. Elle a été très soutenante, très présente, mais elle savait pas comment s'y prendre, clairement. Oui. Mais en tout cas, voilà, elle était là. Mon père, lui, a fait un complet rejet parce que du coup, il ne savait pas comment réagir, en fait, face à ça. Rejet, c'est-à-dire, il t'a dit non, c'est pas vrai, ou il t'a dit je comprends pas? Non, alors, il n'a pas dit non, c'est pas vrai, puisque le fait est que c'était vrai. Oui. Mais c'est que lui, du coup, il a très mal réagi. Il s'est dit, voilà, je pense que il m'a pas dit ouais c'est de ma faute, mais lui il s'est dit c'est de ma faute, et du coup il y a eu un espèce d'incompréhension et du coup de méchanceté. Alors je sais pas si c'est le mot juste, mais voilà, les mots qui sont sortis étaient blessants. C'était assez dur, quoi. Okay. Et donc la relation finalement ça a été plus compliqué. Je pensais que ça allait m'apporter parce que jusque là tu avais une bonne relation avec tes parents. Bonne relation. Alors avec ma mère, on a toujours été proches. Je pense que ça nous a rapprochés toutes les deux, parce que du coup, elle m'a beaucoup soutenue. Avec mon père, à cette époque-là, c'était très conflictuel. Hein. Moi, j'étais dans l'ado. On était quand même déjà assez... voilà. C'était pas tous les jours facile. Mais, et puis, c'est quelqu'un qui n'était pas très expressif en soi sur les sentiments. Il
tout ce qui est émotion, c'était un peu étranger. Oui, voilà, il n'a pas été habitué à dire je t'aime, ou voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas un truc qu'on. Alors même si il n'y avait pas trop de tabous à la maison, ça, c'était difficile pour lui. Donc c'était assez conflictuel tous les deux. Et ça a un peu envenimé les choses. Ouais. Okay. Donc voilà. D'accord. Et du coup, donc tu leur as dit ça, et après, comment... Parce que tu disais que c'était que le début, entre guillemets. En fait, là, moi, c'était un appel au secours. Et au final, j'étais un peu sous surveillance, quoi. Mais finalement, tu vois, on va te dire, tiens, tu vas aller voir le médecin, on va te mettre sous médicaments, tu vas voir un psy. Enfin, je me suis pas sentie soutenue. Et c'est plus là, en fait, où j'ai eu j'ai fait ma tentative de suicide, parce que du coup, je me suis sentie vraiment et à la fois pas comprise, et du coup, seule, incomprise, et toujours avec ce mal-être profond. Et c'est en fait plus après, parce que je me suis faite hospitaliser suite à cette tentative. Et c'est là, en fait, moi, je pense que le déclic, alors, je ne sais pas si c'est là, c'est de réaliser que mes proches, finalement, ils tenaient à moi. Ah oui. Quand ils sont venus me voir à l'hôpital après, tu vois, il y avait ma mère et ma sœur, elles disaient facilement. Tu vois, ce genre de choses. Donc, elles étaient tristes, elles savaient, voilà, mais de voir mon frère en larmes. Et puis, alors, mon père qui m'a dit je t'aime, tu vois, ça a été, je pense, pour moi. Je vais pleurer. Là. Tu vois, quand j'en parle encore maintenant, ça me fout les. Ah, c'est à toi, vas-y, reprends. Mais tu vois, ça a été un moment. Ça t'a fait du bien d'entendre ça, quoi. Du bien, mais ça a été un vrai électrochoc, parce que j'ai réalisé que non seulement ils tenaient à moi, mais que du coup, je leur avais fait du mal, parce que je les avais fait souffrir. C'était pas mon but non plus. Bien sûr. Donc voilà. Et donc ça a été une prise de conscience. Ouais. Je dis pas, c'était le début de quelque chose, cette prise de conscience. Mais c'est un processus de plusieurs années derrière après pour se réconcilier. Et du coup, t'as fait comment alors ? Parce que c'est vrai que, alors, à l'époque, sans vouloir être désagréable par rapport à ton âge, à l'époque, moi, le souvenir que j'avais, effectivement, j'ai vu des reportages où ils enfermaient les jeunes filles dans des chambres et qu'ils mesuraient tout, ils cachaient. Je parle de la prise en charge des personnes... Ah oui, non, moi, j'ai pas eu ça. Non, alors par contre, j'ai pas eu ça, mais j'ai pas eu... Alors, concrètement, j'avais des antidépresseurs. Je voyais un psychiatre. Ça t'a aidé ? Certainement quand même, je vais pas dire le contraire, mais à côté de ça, j'avais pas grand-chose de plus. À mon sens, il m'a manqué d'autres choses. Je pense que c'est une approche pluridisciplinaire. Enfin, en tout cas, on peut pas approcher ce genre de trouble que d'un seul côté ou d'un seul pan. Enfin, je veux dire, effectivement, il faut être accompagné d'un médecin ou en tout cas quelque chose de médical. Qui est un suivi médical. C'est indéniable, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de danger, il y a une vraie notion de danger, et donc il faut être hyper vigilant vis-à-vis de ça. Mais à côté de ça, il faut aussi s'ouvrir à d'autres choses et accompagner aussi au niveau sensoriel, émotionnel, etc. Comme je te disais là, cette espèce de, on est un peu dissocié en fait. On a notre tête, on a notre corps, ok, mais comment on fait pour réconcilier tout le monde, quoi. Et déjà il faut avoir conscience de ça. Quand on a pris la conscience du truc, on dit ok, maintenant on m'a donné des médicaments, maintenant j'ai un médecin, donc je sais, mais comment je fais, quoi. Moi, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des approches sensorielles qui m'ont beaucoup aidée en fait. C'était quoi du coup ? Tu vois, tout simplement faire la cuisine. Ça paraît con. Alors ça a été très longtemps compliqué, et en même temps. J'ai commencé à réaliser que, tu vois, sentir les choses, prendre le temps, en fait, tu vois, de redécouvrir des aliments que j'avais pas bannis complètement. J'ai redécouvert des trucs. C'était vraiment qui est intéressant. C'est par exemple aussi des pratiques comme la sophrologie ou des pratiques qui vont nous poser un peu. Te remettre vers la pleine conscience. C'est ça, en fait. C'était vraiment cette notion de pleine conscience. Alors, évidemment, j'utilisais pas ces mots à l'époque parce que je ne savais pas ce que c'était. Ça a dû mettre du temps en plus. Et ça prend du temps. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Donc, il y a plein de pratiques. Donc, moi, je parle de cuisine parce que c'était la cuisine pour moi. Mais j'ai fait du théâtre. Ça m'a beaucoup aidé. Pour certains, ça peut être de la poterie, d'autres de la peinture. En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre ces 5 sens vraiment en lien avec son ressenti, etc., etc. Et puis après, c'est aussi ces émotions-là aussi qu'on a du mal, parce que du coup, on est là, les émotions, c'est vrai que dans notre culture, on a un peu de mal aussi. On se dit, on va pas pleurer devant tout le monde, c'est la honte, c'est quelqu'un qui est faible, qui pleure. Enfin, bon, il y a plein de croyances déjà aussi qu'il faut qu'on aille dégommer. Donc, du coup, il y a aussi tout un suivi, un peu de travail aussi sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, effectivement, j'ai fait aussi beaucoup de choses autour de l'hypnose, d'autres pratiques. Enfin, j'avoue que j'ai ouvert vraiment sur des choses même autour de l'énergétique.
Enfin voilà, après tout dépend de l'ouverture de chacun, mais en tout cas moi j'ai été vraiment puisée dans tout ce qui peut exister finalement et suivre mon cheminement en fait. C'est vraiment fait par étapes, petit à petit, parce que c'est réconcilier c'est ce qu'on se disait, hein, son corps, son cœur et sa tête. C'est un travail qui demande du temps, de la patience, et voilà. Et aujourd'hui, tu dirais que ta tête et ton cœur et ton corps sont harmonieux? Eh ben, alors je dirais pas qu'ils sont à 100% harmonieux, parce que voilà, on est tous humaine. Parce que oui, déjà on est des êtres humains. C'est ça. Et que forcément c'est fluctuant en fonction des moments de l'année, et puis qu'on reste des femmes et qu'on est aussi très liés à nos hormones, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que les choses varient, mais en tout cas oui, je suis assez fière de moi parce que aujourd'hui je suis capable de m'apprécier, même si je sais que certains vieux démons sont pas loin, me guettent parfois parce que on a toujours cette sensibilité. En tout cas, moi, par rapport aux troubles alimentaires, en tout cas, on reste un peu marqué à vie quand même. On a cette sensibilité, même si on a clôturé le truc. Enfin, en tout cas, moi, je suis très fière d'avoir clôturé. Je connais mes faiblesses, je connais mes sensibilités, je sais où sont mes limites. Et tu sais comment remédier finalement. C'est ça. En fait, j'ai envie de dire, la vraie solution, c'est un peu la connaissance de soi, parce que quand on sait comment on fonctionne, c'est un peu ça, parce qu'on n'est pas fourni avec le mode d'emploi, on nous dit pas, tiens, bonjour, c'est Marion. Alors voilà le mode d'emploi de Marion, voilà comment il fonctionne. Ça aurait été pratique. Je crois que c'est pour tout le monde pareil en fait. Et du coup, c'est ça. C'est plus on avance dans le temps, plus on apprend à se connaître. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on va savoir connaître ses limites, reconnaître tiens, des choses, etc. Et puis quand on vit, on a aussi peut-être, on est plus attentif à soi, qu'on l'est beaucoup moins. Par exemple, à la trentaine, je l'étais beaucoup moins attentive à moi. En fait, je pensais avoir ouvert des portes. Effectivement, j'en avais ouvertes, mais plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que mes perceptions changent, etc. Donc voilà. D'accord. Et du coup, je refais un petit lien pour ceux qui n'auraient pas entendu l'autre podcast et qui ne savent pas vraiment qui tu es. Mais Marion travaille donc avec la cuisine-thérapie, tu travailles avec la photothérapie. Est-ce que tu accompagnes donc les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire? Tous ces outils, tu disais que tu aimais beaucoup la cuisine, par exemple. Toi, c'est parce que ça t'a inspiré? Oui, alors, il n'y a pas de hasard. Enfin, en tout cas, pour ma part, il n'y a pas de hasard. C'était vachement autoritaire comme ton, je trouve. Vous l'avez entendu? Non, je plaisante, bien évidemment. Mais oui, c'est fait un peu comme ça au fil de l'eau. Mais en fait, j'étais une période de ma vie, j'ai fait une rencontre avec la cuisine-thérapie, en fait. C'est vraiment un truc assez fou. J'étais une période de ma vie où je me sentais plus trop en adéquation avec ce que je faisais en termes de métier. Et puis, en fait, je sais pas, je fouinais mes recherches, je tombe sur le livre en fait, d'Emmanuelle Turquet, qui est la fondatrice en fait, de la méthode cuisine-thérapie. Et je tombe donc sur ce fameux livre. Et là, pour moi, je lis, j'achète ce livre par curiosité. Dis-moi comment tu cuisines, je te dirai qui tu es, quoi. Et pour moi, ça a été une vraie révolution, quoi. C'était ça que je voulais faire. Mais c'est complètement ça, en fait. Alors, ça peut paraître bête, mais je vous invite si vous ne l'avez pas encore lu, à le lire, en tout cas, ou à découvrir un atelier de cuisine-thérapie. Pour moi, ça a été vraiment une évidence. Effectivement, la cuisine, on travaille les 5 sens. Enfin, on fait appel. Enfin, on en a plus que 5, mais voilà, en tout cas, il y a les 5 sens en éveil. C'est un super outil pour accompagner. Et puis, il se passe plein de choses, quoi. C'est un espace d'expression, de créativité. Ça permet de prendre conscience de certaines choses, de libérer les paroles, etc. Enfin, en tout cas, c'est donc pour n'importe quelle problématique, finalement. Alors, pour n'importe quelle problématique, bien évidemment, ça reste, c'est un outil. Ça veut dire que c'est une méthode. On accompagne. La personne doit être consciente et a cette volonté, du coup, d'avancer. Et nous, quand on accompagne, on est là pour faire verbaliser des choses, accompagner la personne dans son cheminement. Mais on n'a pas de baguette magique. Et puis, il se peut qu'il faille une autre méthode pour accompagner. Voilà, ça peut être une méthode complémentaire aussi. Donc, tout dépend, en fait, à quel stade on en est, de quoi on parle, etc. C'est comme tout, en fait, finalement.
il y a en amont un échange qui se fait avec la personne. Et mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un atelier qui est que pour les personnes qui sont mal avec leur poids. Tout à fait. Ça peut être justement d'autres complexes comme la poitrine, les jambes, ça peut être même, je sais pas, autre chose. Oui, ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. C'est aussi pour, par exemple, là, il y a beaucoup de personnes qui accompagnent aussi le burn-out. Il y a, en fait, la maladie aussi, l'expression, parce que quand on est malade, par exemple, des maladies chroniques, les cancers, etc., au-delà du fait de se dire, il y a le côté nutrition, il y a aussi le côté comment on se sent, comment on peut exprimer des choses. Voilà, ce qui est chouette avec la cuisine thérapie, c'est que c'est facile, parce que la cuisine, on a tous une cuisine chez soi, ça reste accessible en fait. Et du coup, c'est ce qui rend un peu aussi le truc, plus atteignable. Plus atteignable. Donc voilà, donc c'est ça qui est assez sympa avec cette méthode. D'accord. Et si je te dis, est-ce qu'on a le droit de se plaindre quand on est mince ? T'en penses quoi, toi ? Eh ben, alors, oui, Sidonie, au même titre que quand on se trouve, par exemple, trop grosse. Parce que du coup, ça veut dire aussi qu'on ne se sent pas satisfait de son corps. Donc, je veux dire, clairement, alors, je pense que ça parlera à beaucoup de femmes. J'ai l'impression qu'on n'est jamais satisfaite. Quand on a les cheveux raides, on veut les cheveux frisés. Quand on a les cheveux frisés, on les veut raides. C'est un exemple. Et on dira, non, t'as des super cheveux, pourquoi tu te plains, nanana. Bon, pour le poids, c'est la même chose, en fait, finalement. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une insatisfaction corporelle. Donc, ça veut dire qu'on ne se sent pas bien dans son corps. Le fait de ne pas se sentir bien dans quelque chose, il y a une émotion qui se cache derrière ça. Et du coup, ça, ce n'est pas jugeable. Mais forcément, en tant que femme, je pense qu'on a tout un peu regardé. Moi, quand je disais, je trouvais toujours les copines mieux que moi à l'époque, parce que je les trouvais plus minces, plus machin, plus bidule, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles étaient bien dans leur corps. Hein. Ça se trouve, elles étaient peut-être moins bien ou pas bien dans leur corps. Elles m'auraient dit, ça se trouve, moi, je ne me sens pas bien. Peut-être que j'aurais eu cette réflexion de attends, tu exagères, t'es plus mince que moi. Donc, tu vois, c'est cette notion de comparaison aussi qui est très toxique aussi. Donc, finalement, que ce soit une personne qui est mince, en tout cas aux yeux de ce qui paraît être mince, du coup, pourquoi elle n'aurait pas le droit en fait, de ne pas se sentir bien dans son corps ? C'est aussi dans notre culture, les idéaux de beauté qui sont véhiculés. On se dit qu'une fille belle, entre guillemets, machin, bien, machin, elle est comme ci, comme ça. Donc du coup, toi tu rentres dans le critère, en gros, c'est toi tu rentres dans ce critère-là, de quoi tu te plains, quoi, franchement. C'est un peu ça qu'on peut entendre souvent. Et au final, ça, non, enfin, je veux dire... C'est difficile, j'entends bien de prendre du recul, de se dire, parce que souvent on a ce qui parle en premier, c'est notre ego, c'est notre tête, là, on pense avec notre cerveau. Avant de parler, il faut juste prendre du recul. Pourquoi ça m'atteint ? Peut-être que moi, si ça m'atteint, c'est que je me sens pas bien dans mon corps, parce que du coup, si on a ce truc peut-être de jalousie ou peut-être de dire de quoi elle se plaint, etc., etc. Si je pense comme ça, c'est que moi je me sens pas bien dans mon corps ou que j'ai quelque chose qui me fait reflet, qui est un miroir et du coup ça dénote aussi quelque chose. Donc c'est bien de s'interroger par rapport à tout ça. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es une femme complexée ou est-ce que tu l'as été, entre guillemets, autre que par ton poids, du coup à une époque, mais est-ce que tu penses que tu es une femme complexée aujourd'hui ? Alors, vaste question. Alors, à proprement parler maintenant, complexé, non. Je dirais pas que tous les jours c'est la fête non plus, tu vois. Mais c'est ok. Enfin, voilà, je vais être très honnête, tu vois. Moi, le cycle, je suis très liée en fait à mon cycle. Donc, je sais clairement que avant mes règles, c'est même pas la. Moche. Je sais pas. Il y a un truc qui fait que pendant 2 jours, c'est même pas la peine de te regarder dans le miroir, en fait. Je dirais pas jusque là, mais en tout cas, je le sens dans mon corps que je me sens pas à l'aise avec mon corps, en fait. D'accord. Voilà. Physiquement, tu veux dire. Physiquement, et du coup, je pense moralement aussi. Mais je suis très liée à ça. Enfin, et une fois que c'est passé, c'est ok, quoi. C'est bon. Tiens, je me sens récupérée. J'ai récupéré tous mes repères corporels. Donc c'est très, c'est très sujet. Mais bon, globalement, non, je suis plus quelqu'un de complexé. Ok. Et est-ce que tu te sens belle ? Ouais. Alors. J'aurais préféré un ouais, carrément. Si,
si, je me sens belle, mais c'est comme tout. Il y a des jours où je vais pas me sentir... c'est pas du 100%. Oui. C'est ça que j'essaie juste de dire, c'est que oui, aujourd'hui, je me sens belle. Oui, aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps, dans ma peau. Je vais mettre des fringues que je mettais pas, même si j'avoue, je suis pas une férue de mode. Je pense que tu l'auras compris. On a la même vision de la mode, je pense. Voilà, non, j'aime bien être à l'aise, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais oser des fois mettre des choses, changer... ça surprend, du coup, ça surprend mon conjoint, mes proches, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut être aussi OK et au fait de se dire que c'est pas de 100% tout le temps, quoi. On n'est pas là à dire oui, c'est la fête, H24, je suis canon, oui. Non, voilà, c'est qu'il faut relativiser, que globalement, moi, c'est OK avec mon corps et c'est OK, et que il y a des fois 1 ou 2 journées, je suis fatiguée, machin, etc. Mais tu sais comment gérer, du coup. Mais je sais comment gérer, en Ouais. fait. C'est vraiment dans le fait d'apprendre à se connaître et de se dire, là, je sais comment je suis, je sais qu'aujourd'hui, c'est comme ça, et c'est OK. Donc, c'est vraiment dans ce processus-là que je... Quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner à la Marion adolescente, ou qu'est-ce que tu voudrais lui dire plutôt à la Marion adolescente? Alors déjà, Si j'aimerais tu l'as lui faire rencontrée là. J'aimerais lui faire un gros câlin, Ouais. parce que du coup, clairement, elle avait vraiment besoin d'amour. Ouais. Honnête, j'ai envie de dire, en fait, on a besoin de s'aimer. On a besoin d'apprendre à s'aimer, parce que comment aimer les autres finalement quand on s'aime pas soi-même? C'est ce que tu lui dirais, ça? Ouais, parce que finalement, quand voilà, là, je suis retournée, tu vois, dans Marion de l'adolescente, et j'ai vraiment envie de lui faire un câlin et de lui dire, je t'aime en fait, parce que du coup, moi, voilà, t'es une femme fantastique, tu verras, tu feras plein de choses dans ta vie, tu vas rencontrer plein de gens super, et ce serait dommage que tu passes à côté de belles choses, parce que du coup, tu sais pas t'aimer. Donc, ouais, j'ai vraiment envie de lui dire ça aujourd'hui. Tu vas réussir à me faire chialer d'ici à la fin quand même. C'est beau, en tout cas. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui? Alors, justement, parce qu'on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, etc., aux jeunes filles d'aujourd'hui, par rapport à... justement, à leur rapport au corps. Alors, si déjà, elles t'écoutaient toutes là tout de suite, c'est que tu peux leur donner le conseil qu'il faut, tu vois. Alors, c'est difficile de donner qu'un conseil. Oui. Alors déjà, le côté comparaison, même là, les jeunes filles, elles l'ont. Enfin, c'est très présent à tous les âges de la vie, clairement. J'ai pas été, moi, trop confrontée à l'époque aux réseaux sociaux. Ce que je sais, c'est que maintenant, c'est juste le fait de garder le pouvoir sur soi, le pouvoir que l'on a sur soi, et donc d'être capable, en fait, d'être critique vis-à-vis, en fait, des idéaux de beauté qui sont véhiculés, d'être capable, en fait, de se dire, de prendre du recul par rapport à ça et de se dire, mais qui décide, en fait, finalement, si je suis beau ou pas beau, ou si je suis belle, ou si je suis trop grosse, ou si je suis trop mince, en fait, qui décide de ça? Il faut être aussi critique sur le fait que il y a eu beaucoup de retouches aussi, les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. Moi, je vois Instagram, c'est quand même l'image, qui prime, par exemple. On dit, voilà, il faut mettre une belle photo, une belle image, et c'est super, toc toc. Donc on a des super filtres, on a des choses, etc. Donc revenir à des choses au plus proche de la réalité. Donc je vois qu'il y a des choses qui passent, il y a quand même cette prise de conscience sur les plus jeunes quand même qui arrive. Alors nous, on n'en a pas toujours conscience, mais je vois quand même qu'ils sont plus dans ce côté revenir un peu à la réalité des choses. Et puis après, c'est s'informer. Voilà, apprendre s'informer, justement. Apprendre à se connaître. S'informer, maintenant, il y a quand même... alors, OK, Internet, c'est un outil qui est à double tranchant, mais il y a aussi quand même beaucoup, beaucoup de bonnes informations. Donc, du coup, il faut aller aussi sur les bons sites. Il y a aussi ne pas hésiter à aller voir. On a des forces en présence, par exemple, les infirmières qui sont présentes dans les établissements et qui sont formées, alors beaucoup très sensibles justement au côté alimentaire, parce qu'elles savent très bien que il y a beaucoup de cas en fait chez les jeunes filles, mais pas que chez les jeunes filles. Maintenant, de plus en plus de jeunes hommes aussi sont aussi quand même touchés par rapport à ça. Voilà, n'hésitez pas. Même si c'est juste pour discuter. C'est ça. Il y a moi, pour avoir échangé avec beaucoup d'infirmières en fait dans les établissements, elles sont hyper au fait en fait de ce qui se passe. Elles se forment. Il y a de plus en plus d'ateliers qui se mettent en place, d'endroits où la parole est libre aussi. On peut s'exprimer. J'invite vraiment aussi les gens à aller s'exprimer. Il y a plein maintenant aussi d'informations sous forme de petits bouquins, des BD, des romans. Enfin là, maintenant, on trouve quand même pas mal de choses aussi qui sont à disposition. Mais en tout cas, j'invite vraiment le fait d'ouvrir la parole.
Pourquoi pas, ça peut être aussi vous qui mettez en place des choses, etc. En tout cas, je sais qu'il y a plus en plus de choses qui sont en train de se mettre en place. On commence à avoir des ateliers de prévention et de sensibilisation. Il y a des espaces de parole qui sont ouverts, même pour les parents, parce que du coup, il faut aussi penser aux parents, parce qu'ils se sentent, gérer un enfant, parce qu'ils se sentent souvent impuissants, ils savent pas comment réagir, etc. Donc du coup, voilà, c'est pareil, il faut vraiment pas hésiter par rapport à ça. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Je sais que c'est long, ça prend du temps, qu'on aimerait qu'il y ait plus. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Après, moi, j'invite vraiment à ce qu'ils ouvrent la parole, qu'ils osent finalement parler, de dire, bah là, écoutez, je me sens pas bien. D'être vrai, en fait, d'être authentique. Ok. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la chirurgie esthétique ? Tu veux vraiment mon avis sur la chirurgie esthétique ? Alors, je suis pas du tout pour, tu te doutes bien. Alors après, j'ai envie de dire maintenant que chacun fasse ça en son âme et conscience. Si pour se sentir bien, les gens ont besoin de faire ça, bah pourquoi pas, je vais pas les juger. Finalement, ils font comme ils veulent. Tu penses que c'est une solution, du coup ? Tu penses que ça peut être une solution ? Eh ben, à titre personnel, je vais te dire que ça fait pas partie, en tout cas, des solutions que je propose. Que finalement... Pour moi, c'est pas je sais pas si on peut appeler ça une solution. C'est difficile, parce que du coup, c'est. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai pas envie de juger le fait que les gens puissent avoir recours à la chirurgie esthétique parce que pour eux, c'est un gros complexe. J'ai envie de se dire, avant d'en arriver là, il y a peut-être des choses à faire avant. Ça, j'en suis persuadée. Et que, s'accepter tel que l'on est, cette question, il faut vraiment, c'est du cas par cas. Cette notion de chirurgie esthétique, j'imagine que c'est aussi à double tranchant jusqu'où va l'esthétisme et où on arrive sur le côté médical. Il y a des personnes qui ont des vraies choses qui, j'imagine, sont de l'ordre au-delà du complexe, qui peuvent être très gênantes. Après, s'il s'agit d'une chirurgie esthétique de l'ordre de refaire son nez ou de, je sais pas, corriger ses rondeurs ou à mon sens, c'est dommage. Mais voilà, après, c'est difficile de répondre à cette question pour moi parce que j'ai je trouve que la réponse est très bien justement. Elle n'est pas tranchée et c'est intéressant. Une réponse de Normand peut-être. Ouais, on va dire ça. Oui, mais bon, c'est difficile de juger parce que sans juger, mais justement le fait que tu dises que déjà ça dépend des cas. Ouais. Et puis que il y a sûrement d'autres choses à faire. Faut vraiment bien y réfléchir. Il y a peut-être d'autres choses à faire avant pour apprendre à s'aimer avant en fait. Oui, complètement. Il faut être bienveillant, je pense aussi avec chacun. C'est comme autour de l'alimentation, parce que alors forcément, je pense que tu sais de quoi je veux parler, mais c'est des sujets qui sont très facilement, on va pas être d'accord sur les sujets, etc. Je pense qu'il faut être bienveillant. Les gens, ils font au mieux comme ils le sentent. Avec leur histoire, effectivement. Après, effectivement, j'invite juste à... si on peut éviter en fait de se faire opérer, moi, honnêtement, je préfère ne pas me faire opérer. Quoi. Ça reste une opération chirurgicale qui peut être grave, c'est pas anodin. Il y a des risques. En tout cas, il faut bien réfléchir à tout. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Qu'est-ce que ça va apporter ? C'est quoi et puis, qu'est-ce que ça cache derrière ? Parce que avant toute chose, le corps, quand il y a un vrai mal-être, c'est qu'il y a autre chose derrière. Voilà. Il y a souvent des émotions, voire même une grosse émotion, quelque chose qui un peu l'origine, quoi, la racine du truc, quoi. Et ça, quand on l'a pas dégagé, on aura beau faire toute la chirurgie du monde, je pense. Ce sera jamais assez. Ce sera pas suffisant. Donc du coup, avant, si c'est ok, que tout ça c'est ok, et qu'on veut quand même faire, faut y aller. Mais je pense qu'il faut vraiment aller déraciner un peu tout ça avant. Ouais. Toi, tu as déjà pensé à la chirurgie esthétique pour toi dans ta vie ? Oui, quand j'étais ado. Déjà, je voulais une plus grosse poitrine. Oui, moi c'est pareil, j'y ai pensé à un moment donné. Voilà, clairement. La génération, que veux-tu ? Voilà, c'est ça. Donc, il y avait ça. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller jusqu'au bout, du coup ? Déjà, il y a le prix. Oui. Et puis, t'avais les moyens, tu l'aurais fait vraiment ? Je sais pas. J'étais ado, donc tu vois, je sais pas. Honnêtement, je suis très heureuse de ne pas l'avoir fait. Et pour rien au monde, je voudrais le faire maintenant, en fait. Parce que du coup, je me dis, mais ce serait plus moi. Mais après, c'est pareil, ça a été un long cheminement. J'aurais eu les moyens, je sais pas. Non, je pense pas, parce que c'est pas anodin et j'avais peur aussi. Il y avait cette peur un peu quand même de dire, attends, le peur de l'opération. Je me dis, attends, c'est pas non plus nécessaire, quoi. Est-ce que... Donc voilà.
Ouais, mais c'était au-delà de la peur et de la... Parce que ce qui t'arrêterait aujourd'hui, c'est que tu dis, et c'est très beau, tu dis, bah oui, mais non, parce que ce serait pas moi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'aimes assez aujourd'hui, tu t'aimes assez pour ne pas vouloir te changer, en fait. Ah, mais complètement. C'est ça qui est chouette. Tu vois, pour rien, j'ai envie de faire ça. Je pourrais avoir gagné au loto plusieurs millions, non? C'est vraiment pas le truc auquel je penserais. Non, on partirait plutôt en vacances. Oui, c'est ça. Bah écoute, Sidonie, on part en voyage. Ouais. Et au niveau des poils, t'as eu des complexes sur tes poils, toi? Ah, alors les poils, oui, un peu quand même. Bah déjà, je suis brune. Oui. Donc ça déjà, pourrait ne pas être un indice. J'ai une copine, elle était brune, elle avait les poils blonds. Ah ouais, tu vois. J'étais envieuse. Bah si quand même, tu vois, les poils. Oui, si, ça a été un complexe. Alors pareil, beaucoup moins maintenant. Mais à l'époque, c'était, voilà, c'est pareil. Parce tu t'épilais beaucoup, du coup? Eh ben oui. Bah déjà, c'était un peu, alors entre les filles filiformes et zéro poil, hein, surtout, parce que voilà, donc fallait qu'on ressemble à des enfants. C'était pas, quand on y réfléchit, hein, avec le, voilà, c'était un peu ce côté femme-enfant. Hein. Et là, maintenant, non, beaucoup moins. Enfin, je veux dire, avant, je m'enlevais même les poils au niveau des bras. Enfin, il fallait vraiment qu'il n'y ait rien parce que c'était considéré aussi comme pas joli. Tu passais du temps? Bah ouais, ça demande du temps aussi. Donc là, évidemment, je fais quand même un minimum. Va pas faire peur aux auditeurs, s'il te plaît. Non, quand même, parce que voilà. Après, tu pourrais, ça se fait de laisser pousser les poils. Ouais, bah non, je suis pas. Moi, j'en connais qui font et c'est ok aussi pour moi. Moi perso, voilà. Chacun ses poils. Mais voilà, en tout cas, moi, non, quand même. Je suis plus à l'extrême comme je l'étais, mais en tout cas, voilà, je continue quand même à m'épiler, ouais. Ouais, donc ça fait quand même pas mal de complexes. Parce que tu vois, tu disais qu'il n'y avait rien d'autre, mais en fait, il y avait la poitrine, les poils. Ouais, alors les poils, j'étais pas non plus hyper complexée. Oui, ça a été gênant, tu vois, peut-être sur les... J'étais vraiment gênée, c'était plus les poils de bras, tu vois. Ah ouais? Ouais, bah parce que du coup, je trouvais que ça faisait pas très féminin. C'était plus ça qui m'a dérangée, en fait. Parce que globalement... Mais tu t'épilais avec la cire Ouais, la cire, ouais. Ok. Ah oui, bah du coup, après, tu deviens... Ouais, tu dois le faire tout le temps. Enfin, les poils, j'imagine qu'ils repoussent hirsutes, quoi. Enfin, un peu de travers et tout. Non, écoute, ça a été... Bon, non. Ok. Ouais. Donc là, t'as arrêté? Là, je le fais plus, non? Ouais, c'est ça. Écoute, ça va, en fait. Hein. Oui, ils sont normaux, tes poils. Ils sont tout mignons. Ok, d'accord. Ok. Mais sinon, moi, je trouve qu'on a fait... je sais pas si tu voulais parler d'un autre complexe. Il y a autre chose que t'aimes pas chez toi? Tu pourrais parler tes pieds. Alors attends, on va remonter. Les pieds, les fesses. Non, les fesses, t'aimes bien. Tu les as toujours aimées, tes fesses? Non? Ouais, les fesses, ça allait. Enfin, toujours. Non, pas toujours, mais en tout cas, oui, ça va. Ça fait partie. Ça, c'est ok. Eh ben non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Il y a tellement de trucs à dire, de toute façon. En tout cas, merci beaucoup, Marion, d'avoir parlé de toi, de ton corps, de ton rapport au corps aujourd'hui. Bah, merci, Sidonie, de m'avoir laissé l'opportunité de le faire. Et puis, au plaisir de t'avoir à nouveau au micro. Eh ben, écoute, maintenant que t'es une habituée. Quand tu veux, avec grand plaisir. Ça marche. À bientôt, Marion. À bientôt.